Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce live sur l'âge et la fertilité. On est contente d'aborder ce sujet aujourd'hui. J'attends Adva qui va me rejoindre dans quelques instants. En tout cas, j'espère que vous allez bien et ce que je vous suggère, c'est si vous avez des questions, de commencer à les poser en fait directement ici dans le chat ou dans la zone de questions de façon à ce qu'on puisse y répondre le plus rapidement possible en sachant qu'on répondra à vos questions dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions ici. Alors, on attend juste, qu'Alva se connecte. On a déjà reçu quelques questions. Donc aujourd'hui, on aborde principalement cette thématique de l'âge et de la fertilité. On va aussi aborder légèrement ce qu'on appelle les infertilités secondaires, c'est-à-dire les infertilités sur les secondes grossesses, quand vous avez déjà eu un premier enfant et que vous avez une infertilité sur un second désir de grossesse. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans ce registre aussi. Et quand on parle d'infertilité et d'âge, en réalité, c'est vrai qu'on entend toujours cette zone un peu tournante de l'âge de 40 ans, où on se dit qu'à 40 ans, on a une baisse certaine de la fertilité. La réalité, elle est beaucoup plus souple en fait. C'est-à-dire que la fertilité, c'est en constante dégradation à partir de 37 ans à peu près. Mais le moment réel sur lequel on a une vraie baisse de la fertilité, il est en réalité beaucoup plus vers 45 ans, où là on a une dégradation très importante d'un coup de la fertilité. Mais au préalable, on a quand même encore certains critères de fertilité qui sont relativement bons. Hop. Alors, j'attends qu'elle va se connecter avec nous, puisque c'est elle qui a la majorité des questions. Donc, comme je disais, n'hésitez pas déjà à nous adresser vos questions. Hop. Ok, je vois déjà que quelques questions arrivent. Ok. Alors, je vois déjà une première question. Bonjour, donc 48 ans, c'est mort. Non, pas du tout. En fait, je disais vraiment que la dégradation qu'on va avoir à 45 ans au niveau de la fertilité, c'est principalement une forte dégradation de l'ADN. Et d'ailleurs, dans le cas de la fertilité, le principal facteur limitant, en fait, c'est l'ovocyte. C'est principalement l'ovocyte de la femme, parce qu'on peut tenir une grossesse relativement longtemps. Mais par contre, le facteur limitant pour la fertilité, c'est vraiment l'ovocyte, la qualité de l'ovocyte, la qualité de l'ADN de cet ovocyte. Et c'est cette qualité-là, principalement, qui va commencer à se dégrader finalement à l'âge de 37 ans. La dégradation va augmenter à l'âge de 42 ans et à l'âge de 45 ans, on commence à avoir une dégradation qui est beaucoup plus grande, ce qui veut dire qu'on a de moins en moins d'ovocytes et potentiellement d'embryons qui sont ce qu'on appelle euploïdes, qui vont avoir une quantité de chromosomes en fait idéale. On aura beaucoup plus de défauts chromosomiques en fait sur les embryons, mais ça ne veut pas dire qu'on a tous les embryons qui sont en défaut chromosomique non plus. On a à peu près un embryon, par exemple à 45 ans, on estime qu'on a un embryon sur 4 à peu près qui est normal, mais ça veut dire qu'on a quand même 3 embryons sur 4 qui sont anormaux. Donc, du coup, effectivement, ça peut quand même poser des problèmes de moins de probabilité, en tout cas de tomber enceinte, mais ça ne veut pas dire non plus zéro probabilité. Et il faut savoir qu'il y a aussi un élément qui va augmenter le temps de fertilité, qui est notamment le don d'ovocytes, puisque finalement, si on contourne cette cellule qui est le facteur limitant de la fertilité avec l'âge, bien évidemment, on a un temps de fertilité qui est largement augmenté, puisque on a une cellule qui est cet ovocyte qui aura été apportée d'une façon différente. Voilà, désolée, j'avais un petit peu de soucis, je ne voyais pas Fertiline qui venait, donc je ne pouvais pas demander la connexion. Bonjour à tous, je pense que tu as déjà introduit le sujet du coup. Oui, tout à fait. Voilà, et merci à vous tous d'être là. On a reçu déjà pas mal de questions. Comme on avait dit, on va commencer par les questions qu'on a reçues à l'avance. Je vois qu'il y a aussi quelques questions qui sont venues, c'est super. Donc je te propose de faire comme ça, Virginie.
Très bien. Ok, alors, let's go. Alors, je reprends un petit peu les choses derrière. Alors, bonjour, j'ai 48 ans et mon gynécologue, d'après mes analyses, nous conseille de tenter une IA. Alors, c'est vrai que souvent, quand il y a enfin, quand on dépasse les 40 ans, il y a souvent des suggestions d'aller vers l'IA et je pense que la personne se demande pourquoi en fait. Mhm. Alors, en fait, tout simplement parce que entre une fécondation in vitro et une insémination, surtout quand le taux d'AMH est relativement bas, on a des probabilités de réussite qui sont très très proches sur l'une ou l'autre des techniques. Et ça, je pense que la majorité des cliniques peuvent le valider. Tu peux le valider, Adva. C'est vrai que quand on a une AMH qui est très abaissée et quand on a potentiellement avec une FIV relativement peu d'embryons, eh bien, on aura quasiment le même pourcentage de chances en FIV et en insémination. Et avec une insémination qui sera une stimulation beaucoup plus douce, on aura en fait beaucoup moins de risques d'abaisser encore l'AMH ou d'abaisser encore le fonctionnement de l'ovaire. Raison pour laquelle, dans certaines situations, au-delà effectivement de 40 ou 45 ans, on va voir plutôt des inséminations proposées plutôt que des FIV. Mais ça, c'est proposé souvent quand les critères du spermogramme sont relativement bons. Parce que finalement, si on a des critères de spermogramme qui sont très altérés, notamment au niveau de la mobilité, au niveau de la typicité et de la fragmentation, on n'ira pas forcément proposer une insémination. On préférera avoir un meilleur contrôle de la sélection spermatique par le biais d'une fécondation in vitro, en fait. Et puis du coup, on préconisera peut-être une FIV douce ou une FIV Mhm. naturelle. Oui, L'idée en fait, c'est que finalement, quand on va booster des ovaires qui sont déjà très très fatigués, eh bien, on va avoir une meilleure qualité si on les booste le moins possible. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt aller vers une IA ou une FIV douce ou même une FIV naturelle, parce que vraiment le but c'est de se dire, bon, si on a encore des ovocytes de qualité, c'est de finalement privilégier cette qualité, et si on booste trop, si on va avec des stimulations trop fortes, bah, il peut en fait ne rien avoir du tout. Ça peut oui. bloquer en fait le système. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça peut être effectivement une idée, et c'est vrai que ça arrive souvent qu'on va préconiser aussi soit FIV12, soit IA sur des personnes qui ont déjà atteint un âge un peu plus élevé, et donc le critère du spermogramme est bon, comme tu disais. Oui. Alors, peut-être remettre en question la qualité. Alors, ça, c'est pas une question par rapport à l'âge, mais c'est intéressant parce qu'on parle toujours de l'âge comme un critère vraiment problématique pour la FIV, etc. C'est un des critères qui explique pourquoi ben, y a de plus en plus d'infertilité, mais pas que. Et là, la personne nous demande est-ce qu'on peut remettre en question la qualité des ovocytes à 30 ans. Et je trouvais très intéressant parce que tu le disais d'ailleurs dans un autre, je ne sais plus quand c'était, mais que je crois que cette semaine, tu le disais, c'est que, en fait, de toute façon, la qualité des ovocytes, tous nos ovocytes ne sont pas de bonne qualité. C'est vrai qu'on a de moins bonne qualité lorsqu'on monte dans l'âge, mais on peut tout à fait remettre en cause la qualité des ovocytes, et il y a plein de choses qui peuvent altérer cette qualité, même à C'est 30 ans. C'est vrai, en fait, j'ai fait une vidéo sur le sujet parce que je trouvais ça assez intéressant. On a cette idée, qui est une idée complètement fausse, que quand on a 25 ou 30 ans, 100% des embryons sont euploïdes. C'est pas du tout le cas. Mais c'est pas du tout le cas. En réalité, à 25-30 ans, on a en moyenne, on va dire, 3 à 4 embryons sur 5 qui sont euploïdes. Ça veut dire qu'on en a quand même un à 2 qui sont anormaux. Et seulement cette quantité d'embryons qui sont anormaux, aneuploïdes, elle va augmenter avec l'âge, mais elle est existante à tout âge. C'est-à-dire qu'à à tout âge, on doit se poser la question, bien évidemment, de la qualité des ovocytes. Et on peut voir aussi des femmes jeunes qui vont avoir des embryons, qui vont passer un test DPI et sur lequel le DPI ressortira avec des résultats complètement altérés, négatifs. Notamment, je ne sais pas si tu te rappelles cette situation Adva qu'on avait eue d'une FIV tandem. Une FIV tandem, en fait, c'est une FIV sur laquelle on a les ovocytes, enfin une partie des ovocytes fécondés sont ceux de la femme, une autre partie des ovocytes fécondés sont ceux d'une donneuse, qui est en général beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que la femme. Et en fait, on regarde quel est le développement embryonnaire, et puis ensuite, on va transférer les embryons qui sont obtenus. Et en fait, on avait eu cette configuration où une femme, je sais plus de 40 ans en tout cas, pour sûr, et puis qui avait un AMH bas,
avait, je crois, deux ovocytes qui ont donné 2 embryons, et puis la donneuse a eu plus d'ovocytes qui ont donné aussi 2 embryons. Et quand tous les embryons sont passés au DPI, les seuls qui étaient positifs étaient ceux de la femme, et non pas ceux de la donneuse, qui avait pourtant 25 ans. Donc du Voilà, coup, de la femme qui je a pense, 40 ans. Ouais. alors que la femme avait plus de 40 ans. Et bon, la femme avait fait un programme fertiline aussi. Non, mais concrètement, je dis pas que ça fait tout, mais je pense que aussi ce qu'on fait dans notre mode de vie compte quand même énormément, hein, pour la qualité de ce qu'on va obtenir au niveau des ovocytes. Et c'est évident parce que les ovocytes, tout comme les spermatozoïdes, font partie des cellules les plus fragiles du corps. À partir du moment où on va altérer notre mode de vie, on va altérer ces cellules-là en tout premier, quel que soit l'âge. Donc on peut avoir des femmes qui ont une qualité ovocytaire qui est médiocre à 25 ans, à 30 ans ou à 35 ans, et à l'inverse, des femmes qui ont une très bonne qualité ovocytaire à 40 ou 45 ans. On voit d'ailleurs très récemment, on a eu une grossesse spontanée chez une femme qui a 46 ans avec son mari qui a 64 ans, et, euh, et avec une grossesse qui est évolutive, un bébé qui est né, qui va bien. Et en fait, je crois qu'il faut aussi baisser en pression sur ce critère absolu, âge. Évidemment, c'est un critère à prendre en compte, mais c'est pas le seul et c'est pas si simple que ça. Donc oui, on peut avoir des qualités ovocytaires qui sont très variables, euh, qu'on soit jeune ou qu'on soit euh, un peu moins jeune. En fait, ce qu'on peut dire, et on l'a bien dit dans notre webinaire sur la question, avoir un bébé après 40 ans, c'est qu'en fait, on a différents systèmes, on parle toujours, hein, des différents systèmes qui sont importants pour la fertilité. Et ces systèmes, c'est vrai que leur qualité, la qualité du fonctionnement de ces systèmes, se péjore de plus en plus vers ce qu'on arrive à 40 ans. Parfois, il se péjore avant parce que on a dans sa vie des choses qui vont faire qu'il y ait des déséquilibres. Et puis, en fait, si on travaille sur ces déséquilibres, si on sait quels sont les déséquilibres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes déséquilibrés, eh bien, on peut avoir à 42, 43 ans peut-être des systèmes qui sont meilleurs qu'à 35 ans parce qu'on les a travaillés, en fait. Alors, le but, c'est pas de dire qu'on peut rajeunir à 40 ans, à 45 ans, revenir à 25 ou 30 ans, mais on peut en tout cas gagner quelques années parce qu'en fait, on va rééquilibrer certains systèmes. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout Et, comprendre quels systèmes sont perturbés. et je pense il faut vraiment différencier l'âge réel de l'âge biologique, en fait. Parce que quand on regarde, par exemple, les analyses des personnes qu'on suit à long terme, alors moi, je le vois particulièrement sur les accompagnements, parce que souvent, quand on fait des supervisions, on va voir les personnes en début d'accompagnement, on va les revoir 3 à 4 mois après, on va regarder l'évolution de leur analyse. Et on a, par exemple, des critères courants de santé qui sont censés se dégrader avec l'âge, qui sont censés se dégrader d'année en année, comme par exemple un critère tout bête, la fonction rénale. La fonction rénale, et les marqueurs de fonction rénale sont des marqueurs qui vont avoir tendance à se dégrader d'année en année chez la majorité des personnes. C'est comme ça chez tout le monde. Et en fait, on voit que par exemple sur ces critères-là, on les voit régresser chez certaines personnes, enfin on les voit progresser dans dans le mieux en fait chez certaines personnes. C'est-à-dire que parfois on voit vraiment des critères biologiques de personnes qui sont en train de faire un processus inverse au vieillissement en quelque sorte. Et ça, enfin, moi, je trouve ça vraiment hallucinant, mais c'est juste la différence entre un mode de vie qui est finalement dégradant pour la santé et l'instauration d'un mode de vie qui va être générateur d'une meilleure santé. Et bien évidemment, ben, ces éléments-là, on va les voir au niveau de tous les marqueurs sanguins, ou en tout cas au niveau de plusieurs marqueurs sanguins. Et c'est assez intéressant de voir ça. Donc en fait, je crois qu'il faut vraiment un peu sortir de cette idée de l'âge réel et se dire qu'on a aussi un âge biologique, un âge mitochondrial, hein, et que ces âges-là, il faut les considérer aussi, et qu'ils sont beaucoup plus, ils sont malléables, contrairement à l'âge réel en fait. On aura d'ailleurs Sylvie qui va intervenir un peu vers la fin, qui est une personne qu'on a accompagnée, qui dit d'ailleurs, je m'en souviens, elle disait mes ovocytes ont rajeuni suite au programme Fertiline. Elle nous expliquera tout ça. Et c'est vrai que ces critères, en fait, avant Fertiline, étaient bien moins bons. Et puis, elle a suivi les programmes Fertiline et ensuite, ces critères étaient. Voilà, elle avait des ovocytes d'une femme de 35 ans à 41. Donc, du coup, puis, elle est tombée enceinte tout de suite. Sa première fille a réussi. Donc, vraiment, notre message, je pense qu'aujourd'hui, c'est de dire oui, l'âge, c'est un critère, c'est un des critères. On sait qu'il y a deux critères qui expliquent l'infertilité croissante. C'est le désir d'avoir un enfant de plus en plus tard et en plus le mode de vie.
Donc, avoir un désir d'avoir un enfant plus en plus tard, bon, bah, ma foi, parfois ça peut pas être le cas avant, parce que dans sa vie, on peut pas. Et puis, c'est nos modes de vie qui ont changé aussi. Enfin, notre mode de vie dans le sens, notre travail, etc. Maintenant, le mode de vie, ben, c'est clairement, on peut le travailler, enfin, on voit qu'il a un impact dans le mauvais sens, mais clairement, si on travaille, eh bien, il peut avoir un impact, il peut avoir une influence vraiment positive dans le bon sens. J'ai une autre question d'une personne donc, qui a 49 ans qui dit combien de temps préparer à 49 ans une FIV avec mes propres ovocytes avec préconcept pour un bon résultat. Alors ça c'est aussi, voilà, je ne sais pas si tu veux y répondre. Et puis je te En, commenterai en ensuite. fait, en fait, en fait, bon, déjà, enfin, pour moi, l'âge, c'est effectivement un des facteurs. Au-delà de l'âge, il faut voir aussi quel est l'état des cycles, quel est le bilan hormonal, quel est le taux de FSH, quel est le taux d'AMH. Il y a probablement d'autres critères, en tout cas, à prendre en compte. Maintenant, dans l'idée, quand on veut vraiment agir sur la qualité vraiment des ovocytes, quelle est la problématique avec l'âge, en fait, on sait que le temps d'action doit être relativement long. Pourquoi? Parce que la qualité des ovocytes, elle se porte vraiment sur une phase qu'on appelle la méiose, en fait, qui est la phase primaire de division des ovocytes, là où on a un espèce de brassage génétique et là où, en fait, l'ADN subit souvent des altérations. Et donc, on dirait que le temps de préparation idéal, c'est plutôt 6 mois. Ceci dit, à 49 ans, on n'a pas forcément 6 mois. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre entre le temps de préparation qui, au minimum, à mon sens, doit être quand même de 3 mois et de pas trop traîner pour aller en PMA pour voir les résultats. Et après, ce qui est aussi absolument nécessaire, et ça, c'est important, et la majorité des cliniques vont dire, vu que quand on dépasse justement, en tout cas, les 42 ans, 43 ans, 45 ans, on augmente en fait la probabilité d'avoir des embryons qui sont aneuploïdes. Souvent, c'est quand même important de passer par un DPI. Et ça, c'est un examen où parfois on se dit, ah, mais quand même, c'est cher d'aller analyser un embryon, mais ça nous donne aussi un état des lieux. Ça nous donne un état des lieux, ça nous permet d'aller plus vite sur des transferts parce qu'en réalité, le temps compte énormément à ce moment-là. Donc, il faut vraiment, si possible, effectivement, en tout cas 3 mois de préparation, en tout cas aller effectivement faire la FIV derrière et envisager un DPI ou ce qu'ils appellent un PGTA en fait à l'étranger, c'est-à-dire une analyse génétique des embryons qui permettra de transférer les embryons les plus prometteurs et ensuite peut-être de revoir la stratégie si cette fameuse analyse n'est pas bonne, en tout cas sur les embryons. Et moi, je dirais effectivement au moins 3 mois, en tout cas de préparation, en sachant que l'idéal, ce serait plutôt 6, mais qu'on n'a pas forcément le temps. Et ça, c'est toujours ça le contexte, hein. On n'a pas forcément le temps d'attendre 6 mois, en fait. Ça peut peut-être aussi valoir d'aller sur un accélérateur dans ce cas-là, parce que c'est vrai que 49 ans, c'est un âge. Alors, statistiquement, au niveau de la PMA, il n'y a pas de statistique pour la FIV, ça n'existe pas, Mm. puisqu'on fait très peu enfin, on n'en fait quasiment pas de FIV. Après 45 ans, les statistiques s'arrêtent. Donc, on sait Oui, qu'il faut souvent aller. les patientes sont orientées directement vers le don d'ovocytes et il y a souvent même pas vraiment de tentative, en fait. Ça. Donc, du coup, c'est vrai que le but, c'est d'aller rapidement, comme tu disais. En même temps, il faut du temps parce que l'ADN, la réparation de l'ADN, enfin, le travail sur la réparation de l'ADN met du temps, mais en même temps, il faut aller vite. Mais en fait, il faut aller vite, mais vraiment de manière ciblée et hyper impactant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, ben, on met toutes les chances de son côté parce que c'est un peu le dernier moment. Sachant que même aussi dans beaucoup de pays, on ne peut plus faire de FIV après 50 ans. C'est vraiment Ouais. 50 ans, c'est le dernier délai. Alors on peut aller un peu plus loin, mais ça dépend aussi les critères de santé. On peut avoir des dérogations, etc. 54 ans, c'est vraiment le maximum. Mais je dirais qu'à 49 ans, ça vaut la peine, en plus du préconcept, d'une concept, de vraiment avoir un accélérateur pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui encore peut être travaillé et qui peut encore améliorer la situation. Et Et aussi de prendre en compte les critères Oui. masculins. Parce que souvent, on Ouais. se dit, bon, ben, vu qu'on met tout sur le dos de l'âge de la femme à ce moment-là, on oublie un peu de prendre en compte les critères masculins. Et il ne faut pas oublier que si on ne prend pas en compte les critères masculins, eh bien finalement, il va y avoir un travail, l'embryon va devoir faire un travail de réparation beaucoup plus intense au niveau de l'ADN. Et c'est peut-être ce travail de réparation qui va faire qu'il ne se développe pas. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir la combinaison des critères masculins et des critères féminins. Sachant qu'un
une des problématiques de l'âge, c'est que les ovocytes sont plus fragiles, ont moins de pouvoir de réparation. Donc, il faut vraiment que de l'autre côté, le spermatozoïde, en plus, cette personne, parce que je continue, il y avait une autre question, elle est en IOP, en IO, pardon, parce que c'est plus l'IOP, en IO, embryon de mauvaise qualité. Du coup, elle demande aussi le dosage de la choline, parce que tu parlais de choline, donc ça, on va répondre aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui déjà suit les programmes. C'est vrai que c'est hyper important et lorsqu'il y a une IO ou une IOP, lorsque l'âge est un critère qui fragilise les ovocytes, de travailler encore plus sur le côté masculin parce qu'en fait, c'est l'équation des deux qui va faire le résultat positif. Donc, si on ne travaille pas le côté masculin, c'est comme si vous faisiez la moitié du job en fait. Ouais. Et effectivement, la colline, je pense qu'elle lui a été conseillée peut-être dans le pré-concept, hein, parce qu'on a aussi les groupes sur lesquels vous avez des interactions avec les thérapeutes. Et c'est vrai qu'avec l'âge, c'est souvent un complément qu'on va conseiller dépendant des apports en colline de l'alimentation. Mais ça permet aussi d'améliorer notamment la structure des membranes cellulaires des cellules de l'embryon. Parce que l'âge crée une fragilité au niveau de l'ADN, certes, mais crée aussi une fragilité au niveau des membranes cellulaires. On le voit en fait, on le voit sur notre peau, c'est une évidence, on le voit sur nos cheveux, c'est une évidence. Donc on voit que le vieillissement qui se joue, qui se voit physiquement à l'externe, est exactement le même à l'interne de toutes les cellules. On a une fragilisation des membranes. Et donc cette fragilisation des membranes, elle peut effectivement être améliorée. Et dans ce cas, le dosage en fait qu'on va recommander, et c'est pour ça que des fois, je m'énerve contre les compléments alimentaires qui vont mettre 50 mg de choline dans un complément de préconception ou 100 mg. Ça sert à rien, en fait. Enfin, manger un œuf, ce sera 3 fois plus dosé, en fait, ou même 4 fois plus dosé. Mais quand on veut vraiment que la choline ait une efficacité, souvent, il faut la donner à 1 gramme par jour. 1 gramme par jour, ça veut dire 2 gélules de 500 mg. Donc, vous voyez qu'on est loin des 20 ou 30 mg ou 50 mg qu'on va trouver dans certains compléments. Donc, globalement, c'est plutôt ça la dose, oui. C'est pour ça que bon, il y a les compléments de préconception et de conception qui sont les basiques où il y a en fait un assemblage. On parle par exemple de concept 1 qui est un assemblage de tout ce qui est à la base. Puis après, si on doit travailler vraiment de manière ciblée sur des choses spécifiques, bah souvent il faut prendre des complémentaires, des compléments en plus parce que finalement les dosages sont tellement faibles. On ne peut pas, hein, dans une petite gélule, d'ailleurs déjà le concept 1, il est déjà bien gros à avaler. On ne peut pas mettre plus de substances. Donc là, du coup, il faut rajouter. Parce que je réponds à une question souvent de Alors, monde. il est plus très gros à avaler, Ah ouais, il a diminué en taille. Hein, ok, génial. il est Donc beaucoup moi, moins gros à avaler. moi j'arrive à la avaler, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il y a eu certaines personnes qui avaient un peu de mal. Donc ça, c'est bien, ça, c'est cool. Ok, Nouvelle. bonne nouvelle. Mais voilà, pour dire de toute façon, souvent, ben, c'est une base. Le concept 1, c'est une base. Avoir de l'omégine, c'est aussi une base. Donc les oméga 3, c'est une base. Puis après, souvent, ben, quand on veut travailler spécifiquement, et c'est aussi un petit peu le travail de Fertiline, c'est de vous dire, ben, chez vous, il faut vraiment travailler sur ça. Il faut ce complément-là. Il faut, ben, c'est vraiment du ciblé parce qu'on est tous différents. On a un passé différent, on a une vie différente, on a une situation différente et un objectif, bon, qui est un peu le même, mais il peut être aussi un petit peu différent. Alors maintenant, on va parler de SOPK. On a deux questions qui sont relativement similaires avec des personnes qui ont un SOPK, donc une à 38 ans, une à 40 ans. Elle disait une demande en fait, si le cycle est irrégulier, est-ce que associé au SOPK est un mauvais pronostic? Donc 38 ans, SOPK, cycle irrégulier, est-ce qu'un âge, donc 38 ans, associé au SOPK est un mauvais pronostic? Puis je vais prendre l'autre question parce que c'est aussi au sujet du SOPK. Donc une personne qui a 40 ans et se demande au contraire si le fait d'avoir un SOPK, donc SOPK, on a normalement beaucoup de follicules et beaucoup d'ovocytes, ben c'est un bon pronostic de fertilité parce qu'on est-ce que c'est un bon pronostic de fertilité? En fait, les deux. Bah, en fait, bah, je crois qu'il y a le SOPK a des avantages et des inconvénients dans la fertilité. L'avantage, c'est qu'effectivement, on a plus d'ovocytes que quand on n'a pas de SOPK et on en a plus longtemps. Par contre, le SOPK s'accompagne de déséquilibre hormonal, notamment d'hyperandrogénie. Cette hyperandrogénie a tendance à aussi s'aggraver avec l'âge et à augmenter la probabilité des anovulations ou des disovulations, ce qui rend parfois plus complexe la conception
naturel. Donc effectivement, si les cycles sont irréguliers, que les cycles soient irréguliers, c'est pas vraiment ça le problème. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'ils sont ovulatoires ou non? Et est-ce que les phases lutéales sont suffisantes pour permettre effectivement un processus d'implantation, de nidation? Parce que la zone sombre aussi du SOPK, c'est la résistance à l'insuline qui s'aggrave avec l'âge. Donc en fait, avec l'âge, certains critères du SOPK vont avoir tendance à s'aggraver. L'hyperandrogénie, l'hyperinsulinisme en fait, et ce qui fait que les ovocytes, qui sont certes plus nombreux, vont avoir de plus en plus de mal à atteindre en fait un niveau de maturation suffisant. On va avoir principalement des ovocytes immatures qui parfois seront ovulés, mais ce sera un peu dysfonctionnel. Parfois seront pas ovulés du tout. On aura de l'anovulation, de la dysovulation. Donc, pour moi, je ne considérerais pas le SOPK comme un bon pronostic de fertilité avec l'âge. Par contre, on a tout de même une AMH qui reste élevée, on a tout de même une quantité de follicules qui reste bonne, donc une bonne base, mais cette base, elle doit être travaillée, elle doit être modulée. Et effectivement, avec l'âge, on est beaucoup plus rassuré de voir un profil de SOPK qu'un profil d'insuffisance ovarienne, puisque c'est plus facile à travailler. Le SOPK, c'est une pathologie qui répond super bien au changement de mode de vie. C'est un truc impressionnant. Enfin, moi, pour ma part en tout cas, la quasi-totalité des situations de SOPK que j'ai soit géré moi-même au début, soit observé dans les accompagnements en tant que superviseur ou quoi, non seulement elles sont réglées très vite, mais en plus de ça, pour la majorité de ces situations, on est déjà aux deuxième grossesse et souvent la seconde grossesse, elle arrive sans même qu'on ait vraiment remodulé le terrain. C'est-à-dire que le SOPK a l'avantage de beaucoup répondre au changement du mode de vie. Ça demande des changements accrus, hein. Je ne dis pas que c'est simple, mais les profils SOPK ont l'avantage de beaucoup répondre, de bien répondre au changement de mode de vie, hein, ça clairement, et à répondre sur du long terme. Parce que aussi, quand on a un peu compris la dynamique, ben, on l'a instauré, puis on peut plus facilement l'instaurer à long terme. Donc, en fait, pour moi, c'est ni un bon pronostic, ni un si mauvais pronostic que ça. C'est un pronostic qui est médium, en fait, euh, et qu'il faut travailler, en fait, avec le mode de vie. Par contre, c'est, à mon sens, les situations les plus faciles à travailler en infertilité, vraiment. C'est vrai que Donc, ouais, on va dire, quand on voit le diagnostic de SOPK, on se dit, bon, ça va on, être, on- ça va être plus relax. voilà, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment le faire, et puis il faut juste le faire, et puis ensuite ça se règle assez facilement. Alors que Exactement. quand on a peau de en plus avec ce problème de qualité, bah, c'est beaucoup plus compliqué à régler en fait. Il y a le problème du nombre et également de la qualité. Rappelons aussi que c'est pas parce que il y a aussi les stimulations, parce que souvent on pense avec SOPK, le problème c'est le fait de stimuler. Si on stimule, eh ben, tout va être réglé parce que du coup on va avoir des cycles. Le problème c'est vraiment le problème de la qualité. Donc là il faut vraiment travailler sur cette qualité, sur tout ce que tu as dit, la gestion de l'insuline, l'inflammation, etc. pour avoir une meilleure qualité et un meilleur pronostic assez facilement. Et puis en fait, il y a aussi des études assez récentes qui ont montré un nouveau contexte au niveau du SOPK, c'est que dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques, on a des niveaux d'oxydation qui sont beaucoup plus hauts que chez les autres femmes. On a vraiment une très très forte différence sur le plan de l'oxydation. Donc c'est-à-dire que on sait que le SOPK c'est probablement un élément qui est lié à la résistance à l'insuline, ben, entraîne beaucoup plus d'oxydation. Et s'il y a plus d'oxydation, ça veut dire que aussi le vieillissement des cellules est accéléré. Et en même temps, il faut vraiment dissocier le nombre d'ovocytes de la qualité des ovocytes. C'est pas parce qu'on a peu d'ovocytes qui sont de moindre qualité et parce qu'on en a beaucoup qui sont de bonne qualité. On peut avoir beaucoup d'ovocytes de très mauvaise qualité et très peu d'ovocytes d'excellente qualité. On a vu parfois effectivement des profils où on a une stimulation avec deux ovocytes, un embryon, une grossesse évolutive. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on croit. Donc, et à l'inverse, on voit des personnes qui ont été en PMA pendant des années et des années avec un nombre d'embryons conséquent parce qu'elles ont des profils sur lesquels elles ont beaucoup de follicules et, et aucune accroche. Donc, il faut vraiment se dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup que c'est forcément bien. Et en tout cas, c'est pas parce qu'on a beaucoup qu'il faut pas aller travailler la qualité. Et vraiment penser à ce côté oxydation, qui est une idée nouvelle dans le SOPK. On n'avait pas du tout cette information avant, mais aller travailler sur l'oxydation, le vieillissement cellulaire, c'est un élément très très important. Alors, on a aussi une question, c'est est-ce qu'il y a un âge limite pour privilégier le cycle naturel versus le cycle substitué pour le transfert d'embryon? C'est-à-dire c'est une personne, le médecin indique que compte tenu de son âge, c'est beaucoup mieux de faire un cycle substitué
Alors, on sait qu'avec l'âge, ben, les hormones sont moins efficaces. Donc peut-être le médecin se dit, ben, du coup, les hormones naturelles vont être moins efficaces, donc vaut mieux passer aux hormones substituées. Mais elle me demande s'il y a un maxi, enfin, s'il y a une limite d'âge en fait. En fait, je mettrais, enfin, le raisonnement tient debout, hein. Je trouve le raisonnement assez juste dans le fond, de se dire effectivement, plus on avance dans l'âge, plus les critères hormonaux se dégradent et plus on devrait aller en substitution plutôt qu'en naturel. Mais je pense qu'avant de prendre cette décision, ce qui est pertinent, c'est d'observer comment les cycles se passent et peut-être de réaliser un ou deux bilans hormonaux en cours de cycle. Peut-être un bilan déjà en phase folliculaire, peut-être en fin de phase folliculaire, pour observer la quantité de stradiol. Ça nous dit tout de suite si les ovaires fonctionnent correctement ou non, ils sont suffisamment productifs ou non. Et un bilan aussi en phase lutéale pour observer la quantité de progestérone. Et ça nous montre tout de suite si le corps jaune est suffisamment efficace ou non. Et en fait, moi, je trouve qu'à partir du moment où on a un cycle qui fonctionne correctement et comment dire, un système reproductif qui est suffisamment productif au niveau hormonal, pourquoi on irait le substituer, en fait? Si notre corps fait ce qu'il faut, pourquoi on va arrêter ce mécanisme pour en mettre un artificiel alors que notre corps fait ce qu'il faut faire? C'est vrai que c'est plutôt cette incohérence dans laquelle il ne faut pas, à mon avis, se retrouver. Et ces critères hormonaux ne sont pas une question d'âge. Actuellement, sur une situation que je supervise, on est en train de faire des transferts chez une femme qui a 45, 46 ans, je crois même. Et franchement, elle a des taux hormonaux, mais qui font rêver. C'est incroyable. On n'a aucun intérêt à aller transférer sur un cycle substitué chez cette femme-là. Mais peut-être que chez une autre femme qui aurait des taux hormonaux beaucoup plus fragiles, ce serait pertinent de le faire. Donc je pense qu'il ne faut pas. D'ailleurs, je pense que la majorité des décisions ne doivent pas être basées sur un seul critère, et encore moins sur un critère aussi, euh, aussi léger, désolée de dire ça, mais aussi léger que l'âge, en fait. Oui, Vraiment. c'est un contexte. C'est de nouveau, comme tu disais, ben, on peut à 30 ans avoir un contexte qui soit moins propice et à Ouais, 45, enfin, un contexte qui soit bon. Et c'est vrai qu'un bien peu sûr. par je dirais, facilité, on se dit, bon, avec l'âge, c'est moins bon, donc on va aller. Puis c'est plus simple. C'est vrai qu'on pendant des années, quand même, il faut rappeler que les cycles ont été substitués, que c'est juste récemment qu'il y a des nouvelles études qui sortent qui montrent que les cycles, que les transferts sur cycle naturel sont peut-être même meilleurs au niveau statistique, sont clairement meilleurs au niveau du succès d'une grossesse, ça c'est clair. Mm, mm. C'est-à-dire que le suivi de la grossesse, c'est aussi moins de risques pour la grossesse. Donc c'est des nouvelles études, mais c'est vrai qu'il y a une question d'habitude. Et puis ben, par habitude, peut-être qu'on vous propose quelque chose de plus simple. C'est plus simple pour tout le monde, même pour vous, hein, de faire substituer, parce que au moins vous avez moins d'échographie. Mais voilà, si vous nous suivez, vous savez qu'on est plus, nous, en faveur du naturel quand c'est possible. Et quand c'est pas possible, eh bien, on va accompagner le substitué pour faire en sorte qu'il y ait les mêmes chances que pour un cycle naturel. Mm. Du coup, En fait, comme tout en PMA, je pense que l'essentiel, et en fertilité, l'essentiel, c'est d'avoir un raisonnement qui soit structuré autour de ce qu'on comprend de la personne. Et je trouve que la majorité du temps, c'est comme ça qu'on gagne en fait. C'est en observant la personne, en comprenant la personne et en structurant un raisonnement autour de ce que la personne est. Et d'avoir des raisonnements qui portent uniquement sur des critères tels que l'âge, enfin, pour moi, on est forcément dans quelque chose qui est assez faussé. Parce que on voit très bien que au même âge, on a des personnes qui sont fondamentalement très différentes dans leur physiologie. Donc, c'est vraiment un faux critère. alors, on a une nouvelle question. Donc, j'ai 41 ans, une thyroïde basse à 0,0083. Est-ce que c'est un frein à la fertilité? Est-ce que c'est deux freins à la fertilité? Donc, 41 ans, je pense qu'on a déjà répondu par rapport aux 41 ans. Ça dépend de plein de critères, mais c'est l'âge Oui, ça en dépend de pas lui-même mal de critères. et la thyroïde basse. Après, il faut se poser la question de est-ce que la TSH est basse une fois ou est-ce que la TSH est toujours basse comme ça? Parce que déjà, ça veut dire que là, on est dans un contexte d'hyperthyroïdie qui nécessite déjà une prise en charge par un endocrinologue, qui nécessite peut-être un traitement. Tout, toute sortie des valeurs thyroïdiennes de référence. Donc, une valeur thyroïdienne de référence, c'est entre 0,5 et on va dire, je parle de la fertilité, je ne parle pas de la santé générale, hein. La santé générale, on peut l'élargir un peu, mais
Mais au niveau de la fertilité, la valeur TSH de référence, c'est entre 0,5 et 2,5. Quand on est trop au-dessus ou trop en dessous, on va avoir un contexte qui sera péjoré. Parce qu'en fait, une TSH qui est trop basse, ça veut dire qu'on est dans une situation d'hyperthyroïdie, ça veut dire qu'on est dans une situation où le cœur bat plus vite, les vaisseaux sont plus contractés, la température corporelle est plus haute, on a des niveaux d'oxydation qui sont plus élevés, probablement que c'est soutenu par un processus auto-immun, ou en tout cas, il faut savoir si c'est le cas. Et il faut évidemment en discuter avec le médecin de PMA, mais ce sont des critères qui sont censés être normalisés pour aller, en tout cas, vers une grossesse. Maintenant, il faut savoir qu'on peut avoir des phases transitoires pendant lesquelles la TSH va s'abaisser. Par exemple, pendant le début de la grossesse, la TSH, parfois, elle va s'effondrer, parfois, elle va exploser. Ça dépend un peu des configurations. Mais du coup, de façon transitoire, une TSH qui s'effondre, souvent les médecins, l'endocrinologue va dire ok, on observe, on redose, on voit, et puis souvent elle se normalise d'elle-même. C'est pas nécessaire d'instaurer un traitement. Parfois c'est nécessaire d'instaurer un traitement. Donc en fait, là sur cette valeur de la TSH, il faut vraiment savoir si c'est une fois ou si c'est chronique. Si c'est chronique, l'avis d'un endocrinologue est essentiel. Là, on n'avance pas sans endocrinologue parce que c'est une hyperthyroïdie. En général, l'endocrinologue va demander de limiter un petit peu les apports en iode, de rien faire qui va exciter davantage en fait la fonction thyroïdienne, et va dans un premier temps observer, et si c'est pas suffisant, mettre un traitement en place pour normaliser la fonction thyroïdienne, en sachant que la majorité des problématiques thyroïdiennes sont quand même liées au stress chronique. Et ça, je tiens à le dire, alors, je ne veux pas vous faire le topo de tout est en lien avec le stress, mais non, c'est pas le cas. Tout n'est pas en lien avec le stress, mais quand même, une grande partie des problématiques thyroïdiennes sont soutenues soit par des dysfonctionnements immunitaires, soit par des stress chroniques, et j'inclus dans le stress chronique les stress infectieux, c'est-à-dire les infections chroniques, en fait. C'est pas forcément un stress psychologique, mais ça peut être un stress psychologique, ça peut être aussi un stress infectieux. Donc il y a pas mal de questions à se poser en fait. Mais ça, pour moi, ça doit être normalisé. Oui, ça impacte la fertilité. Si c'était ça la question, oui, ça a un impact, c'est clair. Et du coup, au niveau du mode de vie, chez nous, l'idée, ce serait peut-être typiquement là de faire un InLab pour pouvoir voir qu'est-ce qui sous-tend Oui, l'immunité ou si au niveau du stress, et puis voir si on peut normaliser ça avec une approche mode de vie. Donc il y a deux approches, on va dire. Si vraiment on conclut qu'il y a vraiment de manière systématique une TSH qui est si basse, soit aller vers un traitement médical, mais de nouveau, c'est mettre un peu un pansement sur le problème, on ne comprend pas quel est le problème, et ça peut poser problème ailleurs, en fait, soit vraiment comprendre pourquoi elle est si abaissée, soit comme tu disais, stress, parce que la personne est stressée chroniquement, soit parce qu'il y a quelque chose qui stresse ton corps, donc une infection froide dont elle n'aura même pas c'est ça. idée, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est derrière en fond de tâche. Je pense que de toute façon, dans toutes les problématiques thyroïdiennes, moi j'aime bien faire des in-labs. Je trouve ça très pertinent parce que souvent on trouve la cause de fond. Et dans le cas d'une hypothyroïdie, on peut souvent attendre avant de mettre en place un traitement. C'est d'ailleurs ce que font souvent les médecins. Par contre, dans le cas d'une hyperthyroïdie, souvent on n'attend pas très longtemps parce qu'une hyperthyroïdie, ça fatigue énormément le corps et ça a des conséquences assez lourdes quand même. Donc, du coup, moi je vous conseille quand même si vous mettez en place un in-lab, et ce qui est très bien pour comprendre le mécanisme de fond, en parallèle, consultez quand même votre endocrinologue, surtout dans le cas d'une hyperthyroïdie, d'une TSH extrêmement basse, clairement. Donc on a une autre question, est-ce que la FIV est une bonne option en cas de fausse couche à répétition inexpliquée? Je peux répondre un petit peu pour commencer. Alors, la FIV peut donner certaines informations parce qu'on va pouvoir voir ce qui pêche en fait, quelles sont les étapes en fait qui ne sont pas remplies, est-ce que les embryons sont de bonne qualité, etc. Pouvoir améliorer certaines choses. Maintenant, est-ce que in fine ça va régler la situation si on ne fait pas un diagnostic préimplantatoire? Qu'est-ce que tu en penses Alors, d'une FIV? moi, je pense que la FIV a du sens si on fait un DPI avec. Je trouve que c'est vrai que alors, la FIV permet d'observer différentes choses. Déjà, effectivement, elle permet d'observer le développement justement des follicules, la maturité des ovocytes, le taux de fécondabilité, l'évolution des embryons sur les premières phases d'évolution, l'évolution des embryons sur les dernières phases d'évolution, et enfin le DPI. Donc, si on arrive à répondre à toutes ces questions, on répond déjà à beaucoup de questions autour de la qualité embryonnaire. Et ça, c'est très pertinent de le faire, surtout si les fausses couches sont précoces, parce que
une qualité embryonnaire qui est mauvaise, ça va surtout donner des fausses couches en fait assez précoces. Si on n'a que des fausses couches à 10 ou 12 SA, c'est quand même, je dis pas que c'est pas probable du tout, mais c'est moins probable que ce soit la qualité des embryons. Par contre, dans les tableaux de fausses couches répétées, je pense que ça fait partie des situations qu'on voit le plus actuellement. Et d'ailleurs, toute cette semaine, je vais faire un jour une info autour de InLab et ce qu'on a pu découvrir avec InLab. Je crois que j'ai jamais appris autant sur les fausses couches que dans InLab. Pourtant, j'ai beaucoup lu quand même sur le sujet. Mais il faut savoir que dans les fausses couches, on a des tableaux récurrents. On a vraiment des tableaux récurrents. C'est une des problématiques sur laquelle on a vraiment observé des tableaux récurrents. Et dans ces tableaux récurrents, on a des tableaux de déficit de certaines branches immunitaires, notamment des CD8, qui sont des branches d'immunité intracellulaire. J'en parlerai cette semaine. Et on s'est beaucoup posé la question de pourquoi ce déficit-là créerait une fausse couche. Et en fait, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois, mais si on exporte l'équilibre immunitaire, un déficit des CD8, justement, si on l'exporte à une grossesse, eh ben, ça mettrait probablement la femme en danger, en fait. Hein. Et, euh, et du coup, je pense que parfois, il y a un mécanisme qu'on comprend pas, et on n'est pas habitué d'ailleurs à penser comme ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression dans certaines situations que la fausse couche, c'est clairement un mécanisme de protection pour un organisme qui ne pourrait pas tolérer une grossesse pendant toute l'évolution d'une grossesse, pour différentes raisons. Soit pour des raisons qui sont des raisons immunitaires, et du coup, l'organisme n'aurait plus assez de couverture immunitaire pour le reste de la grossesse, soit aussi pour des raisons qui sont des raisons d'insuffisance d'hormones. Il y a des tableaux récurrents de fausses couches sur lesquels on trouve des insuffisances hormonales et très importantes, c'est-à-dire vraiment des états d'épuisement hormonal. Et en fait, certaines hormones sont censées monter, 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 monter tout au long de la grossesse et elles sont contributives à une grossesse qui se déroule bien, en fait. Du coup, si ces hormones, déjà dès le début de la grossesse, sont complètement effondrées, ben, est-ce que le corps ne met pas un mécanisme de sécurité en disant non, non, pas de grossesse pour le moment parce qu'on ne peut pas tenir ça jusqu'au bout, en fait. Et du coup, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a d'autres éléments que juste la partie technique à amener lors des fausses couches. Donc, je pense que cette partie technique, évidemment, elle va amener un plus, elle va amener encore plus de compréhension si c'est des fausses couches précoces et si on a la possibilité de faire un DPI. Maintenant, si les fausses couches sont au-delà de 7-8 semaines, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de l'équilibre hormonal, de l'immunité. Et là, clairement, je crois que la majorité des tableaux de fausses couches aujourd'hui, on les a résolus avec InLab en fait. Et parce qu'on a différents types de tableaux qu'on a identifiés. Et d'ailleurs, maintenant, à tel point que dans les supervisions, on se dit ah, ça c'est le tableau CD8, ah, ça c'est le tableau cortisol. Et on a pu vraiment identifier des problématiques très précises et très récurrentes. Et donc, du coup, voilà, je pense que la FIV, c'est un élément qui peut être intéressant, mais il y a peut-être d'autres éléments à considérer, et en sachant que ces autres éléments qu'on va considérer, une fois qu'on les a rééquilibrés, ils sont aussi des vecteurs de très bonne santé à long terme. Je voulais raconter l'histoire de Cindy qui d'ailleurs témoigne souvent pour parler de sa situation, qui était venue vers moi parce qu'elle voulait faire une PMA à l'étranger comme elle est en Suisse. Elle s'est dit je vais faire une FIV à l'étranger. La situation ici fait que beaucoup de gens vont à l'étranger et parce qu'elle avait déjà eu 6 fausses couches. J'ai répondu à la même question parce qu'elle me posait la question bah, qu'est-ce que ça a apporté finalement de faire une FIV. Alors de nouveau, bah, on avait parlé du DPI. Je dis, il y a peut-être des choses à voir avant. Et quand on a fait un petit peu un tableau, on a vu qu'il y avait plein de facteurs qui pouvaient expliquer les fausses couches. Vitamine D, homocystéine, enfin tout était catastrophique. Du coup, bah, elle a suivi évidemment et un gros déséquilibre immunitaire. Exactement. Et du coup, bah, elle a suivi Fertiline. Elle avait 41 ans. Là, ben, la grossesse ne venant pas, on s'était dit, bon, on se donne 6 mois comme ça. Si la grossesse ne vient pas, il faut quand même engager dans la PMA parce qu'il faut accélérer les choses. Elle a fait une simple insémination en se disant, bon, je tente, parce qu'en Suisse, de nouveau, c'est gratuit l'insémination. Donc elle s'est dit, je tente, puis après, j'irai vers la FIV. Elle a fait une insémination, 41 ans. Elle a une grossesse, puis son bébé est né. Donc en fait, finalement, c'était vraiment des petits mécanismes derrière qui ne permettaient pas d'avancer dans la grossesse. Et une simple insémination à 41 ans lui a permis d'avoir son bébé. Donc oui, la FIV, ça peut être intéressant, comme tu disais, en cas de DPI, mais si c'est un problème de l'embryon. Mais ben, il y a beaucoup de cas aussi où c'est pas que l'embryon. Et dans ce cas-là, la FIV ne va pas aider ni le diagnostic préimplantatoire finalement. Ce que
Ce que je te propose, Virginie, c'est d'accueillir déjà Sylvie. On a encore quelques questions. Alors, il y a des questions aussi qui n'ont pas à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose pour ces questions-là, c'est qu'on va mettre une boîte à questions comme d'habitude suite au live et vous pourrez les poser, puis on répondra entre aujourd'hui et demain à vos questions. Mais je propose de faire venir Sylvie qui a suivi les programmes, qui est aussi une de nos ambassadrices. Donc ensuite, après les programmes, elle est venue vers nous tellement enchantée de Fertini, de la communauté. Elle a dit, mais est-ce que je peux vous apporter mon aide pour quelque chose? Et c'est vrai que, vous le savez, nous, on travaille beaucoup avec les personnes qui ont fait Fertiline, qui sont convaincues. Et du coup, elle travaille avec nous, Sylvie, pour répondre à vos questions, notamment en cas de désir de grossesse tardive, de PM à l'étranger, de grossesse solo, parce que Sylvie, tu es une maman solo, donc tu peux aussi aider les femmes qui sont en solo. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et est-ce que tu peux, Bonjour Sylvie, salut, salut. Bonjour. Merci d'être là. en quelques mots, raconter ton parcours, sachant que voilà, il nous reste encore 15 minutes et on veut répondre encore à des questions, mais juste nous dire un petit peu pourquoi tu es venue chez Fertiline, quel a été ton parcours, puis pourquoi maintenant tu as envie tu collabores avec nous en fait. Alors, pourquoi je suis arrivée chez Fertini? Parce que moi, j'avais besoin de ne pas attendre entre deux rendez-vous médicaux. Qui disait PMA solo disait forcément rendez-vous médicaux. Et attendre entre deux rendez-vous, pour moi, c'était impensable. Et j'avais commencé à voir des webinaires de vous. Et à l'époque, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et Ouais. voilà, j'avais voilà commencé à mettre en place des choses et puis ça faisait un peu brouillon en fait. Donc voilà, j'ai pris la décision assez rapidement de passer à l'étape d'après parce que c'est structuré, je savais où j'allais, tout était expliqué, j'avais un vrai plan de route, ouais, un plan d'attaque, ouais. Donc que voilà, et tout à l'heure, tu parlais de mon âge ovarien. J'aime bien raconter cette histoire. Quand j'ai démarré avant le programme, en fait, j'étais tombée sur un tableau qui fait la relation entre l'AMH et l'âge ovarien. Et donc, mes ovaires avaient 42 ans, alors que moi, j'en avais 40. C'était hyper vexant. Et après 3 mois de programme, mes ovaires avaient 36 ans. Moi, j'ai adoré raconter ça à la terre entière. Super. Oui, et puis en fait, cette PMA pour toi, elle a été un peu un succès tout de suite, quoi. Finalement, ça s'est Ouais, ça a passé été très express, vite. ouais. Ouais. Mm. Tu peux juste, Donc, Ouais, tu as fait une fille, c'est ça? Tu as eu combien? Ouais, une seule fille. Alors pour le coup, Virginie dit beaucoup, il suffit d'un. Et là pour le coup, moi, il a vraiment, c'est passé à pas grand-chose, mais oui, et j'ai 3 mois de programme Fertiline, première tentative et ça a été la bonne. Et aujourd'hui, je suis maman d'un petit Élie de 2 ans et presque 2 mois. chouette, Super génial. magnifique. Non, Et du coup, mais Sylvie, ouais, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, je me rappelle que, enfin, moi, ce qui m'avait aussi beaucoup plu chez toi, c'était ton assiduité à Ah appliquer le programme à la lettre. ouais, D'ailleurs, un peu la même chose que Laurie, qui est une autre de nos ambassadrices et qui est donc qui est pas tout à fait hein, dans le même champ parce qu'elle était plutôt sur une problématique d'endométriose. Mais toutes les deux, vous avez eu cette même rigueur, en fait, ouais. dans l'application des conseils. Donc, enfin, toi, tu étais Oui, en super fait, il y avait rigoureux, le super côté calé. à partir du moment où je me lance, je fais confiance et du coup, moi, je voulais pas. Il y avait 9% de chances que ma fille fonctionne du premier coup. Je voulais pas. Si je faisais partie des 91%, ce qui était une probabilité forte, je voulais pas m'auto-flageller en mode c'est de ma faute. Si j'avais su, j'aurais dû. Je suis nulle. Donc voilà. Moi, j'ai tout appliqué, ce que j'ai lu, entendu, tous les conseils qu'on m'a donnés. Et chez Perrine, tout était rassemblé au même endroit. Donc c'était Mm. facile. Ouais. et Ouais, c'est adapté ça. à parce que Et voilà. Ouais. il y a plein de conseils, hein, on le dit, hein, il y a plein de conseils sur notre chaîne YouTube, vous pouvez y aller, mais c'est vrai que, en fait, il y en a tellement. Alors, il y a des conseils de base qu'on peut toujours donner et c'est très bien. Et il y a des personnes qui arrivent seulement avec ces conseils de base et on est super contente. C'est aussi notre joie de voir que ça peut porter parce qu'il suffit des fois de pas grand-chose. Mais c'est vrai que parfois, c'est plus compliqué, puis ça doit vraiment être adapté à son profil, puis te dire exactement ce que tu dois faire selon ton profil. Et puis, c'est un petit peu le but des programmes, des algorithmes. D'ailleurs, on a fait une vidéo qu'on a sortie en début de semaine, si vous voulez aller voir sur YouTube, pourquoi on utilise des algorithmes
pour vous aider dans votre parcours, bah, justement pour aller vraiment précis, pour analyser tout en même temps, vraiment cette précision, cette puissance, cette rapidité que vous avez besoin à 40 et plus pour réaliser votre projet, parce qu'on sait que l'âge, on l'a dit, détermine aussi un petit peu toute cette progression de la PMA. Et on veut aller vite et bien, en fait. Il faut aller vite et bien. C'est ça, on va dire, le défi de l'âge, c'est aller vite et bien. Oui, c'est ça. C'est que l'algorithme, il permet de défier le temps et d'aller plus vite, ouais. Et Alors, en fait, de comprendre plus rapidement un contexte. C'est vraiment aussi ça qui est important. Enfin, moi, je le dis tout le temps à nos thérapeutes. Je dis franchement, basez-vous prioritairement sur l'algorithme. Et encore tout à l'heure, j'étais sur une supervision. Il y avait vraiment quelque chose que je comprenais pas. Et quand je comprends pas, je vais revoir le profil effectivement dans l'algorithme. Et je me dis, ah mais oui, effectivement, c'est ce profil. Et là, je vois le dysfonctionnement. Et c'est là-dessus que je dois agir et tout ça. Parce que en fait, on reste humain et on n'a pas une mémoire non plus absolue et on n'arrive pas à regrouper autant de paramètres dans notre tête. Et concrètement, si on veut être efficace dans ce qu'on fait, ben, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et je crois que nous, on est très contents d'avoir l'aide de ces algorithmes, en tout cas. Et pour le coup, moi, sans l'algorithme, j'aurais jamais identifié que le cortisol était un problème chez moi. Parce que comme j'ai toujours été soumise au stress, voilà, j'ai ouais, habituée. Et finalement, l'algorithme, il a vraiment pointé plein de choses. Donc, j'ai ralenti mon activité physique, alors que pour moi, c'était forcément une bonne chose de faire du sport. Mais non, Oui. voilà, j'ai ralenti, j'ai changé plein de choses en lien avec mon sommeil. Enfin, voilà, sans l'algorithme, j'aurais jamais pris conscience de cette facette-là de la problématique. C'est clair. Alors, je vais reprendre juste avec les questions. On a plusieurs questions qui n'ont pas à voir avec le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas les prendre. Puis, comme je vous ai dit, on mettra une boîte à questions. Je reviens vraiment sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, bonjour, j'ai 48 ans, mon AMH est de 0,31, FSH à 5,9, homocystéine 7,1, cycle irrégulier, échographie, comptage de follicules, présence de follicules des deux côtés. Que me conseillez-vous? Alors, comme ça, déjà, la situation paraît assez bonne. On va dire à 48 ans, En tout l'AMH cas, la FSH est bonne. La MH, tu as dit quoi? 0,31. Alors, elle n'est pas énorme, mais on en a déjà vu des bien pires. En fait, il faut différencier, comment dire, parce que là, on voit que la FSH est bonne, il faudrait voir effectivement le taux de stradiol, on voit qu'il y a des follicules. Par contre, l'AMH, c'est aussi un reflet de comment dire, de la capacité de nos follicules à produire des hormones. Et c'est peut-être ça qui est un des problèmes, en fait, chez cette personne, c'est que il y a des follicules, mais ils sont pas très productifs. Et ça, c'est souvent ce qu'on va observer dans des situations d'épuisement. C'est pour ça que au début, quand on a créé les programmes, on ne pensait pas que les AMH puissent remonter. Mais le fait de remonter, par exemple, des situations d'épuisement, ça fait remonter une AMH. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'AMH, ce n'est pas seulement en lien avec la quantité de follicules, c'est en lien avec leur capacité à produire. Et leur capacité à produire, elle va vraiment se moduler avec notre capacité interne à donner des ressources, en fait, pour produire quelque chose. Donc, en fait, moi, ce que je vois dans cette situation, ce qui me semble évident, c'est quand même une situation qui semble plutôt liée à une mauvaise capacité à produire. Et il y a une raison. Il y a une raison à ça. Cette raison, probablement qu'il faut la trouver. Et je dirais que c'est plutôt soit pas assez de ressources, soit effectivement un statut d'hormone un peu trop épuisé, notamment peut-être épuisement du cortisol ou quelque chose comme ça qu'il faudrait aller rechercher en fait. Une autre question. Bonjour, lorsqu'on a 41 ans, une AMH trop haute, 9,8, due à SOPK, qu'est-ce qui est préconisé? FIV, FIV-DO ou IA? Merci de votre réponse. Bon, déjà une AMH trop haute, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent halluciner quand on dit AMH trop haute, mais ça existe, ça, oui, ça existe, la AMH trop haute. Une AMH trop haute, c'est un problème. Oui, Quoi? c'est pas non plus, enfin c'est bien entre guillemets, ça préconise beaucoup de follicules, mais comme on l'a dit, la qualité est pas là et ça pose d'autres problèmes. Donc voilà. En fait, l'AMH, c'est aussi une hormone qui exerce ce qu'on appelle un rétrocontrôle sur la maturation des follicules. C'est-à-dire que plus l'AMH est haute, moins les follicules vont maturer. Donc oui, on en a beaucoup, mais ils vont avoir des difficultés de maturation. Ils vont automatiquement rencontrer des difficultés de maturation, ce qui veut dire qu'on va avoir des follicules qui vont arriver à faible niveau de maturité. Du coup, stimuler à haute dose, c'est une très mauvaise idée, parce que ça va aggraver
en fait, cette problématique de difficulté de maturation. Ce qu'il faut, c'est préparer le terrain, faire baisser la résistance à l'insuline, de façon à ce que, justement, on ait moins de résistance à l'insuline, moins d'hyperandrogénie, que l'AMH se normalise et qu'on puisse mener une stimulation, quelle qu'elle soit, que ce soit en vue d'une insémination ou en vue d'une FIV, ou qu'on puisse mener une conception naturelle avec une AMH qui ne va pas exercer ce frein, en fait. Parce que là, à ce taux-là, l'AMH va freiner la maturation, elle va faire en sorte que les ovocytes ne seront pas matures au moment de l'ovulation, voire même ne seront pas ovulés. Et souvent, on se dit, bon, c'est pas grave, on met un petit coup de vitrelle et puis la vie est belle. Mais non, parce qu'en fait, ils auront de toute façon pas maturé. Ils ne seront pas matures, ils ne seront pas de bonne qualité. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur toute la dynamique de maturation des follicules. Et pour ça, il faut normaliser l'AMH. Pour normaliser l'AMH, il faut normaliser l'hyperandrogénie. Pour normaliser l'hyperandrogénie, il faut normaliser la résistance à l'insuline. Donc, en fait, tout ça, ça passe quand même principalement par gestion du stress, du sommeil, du mode de vie, de son alimentation. Et encore une fois, je le répète, les profils SOPK sont les profils sur lesquels on a le plus de résultats avec le mode de vie. Donc, vous privez pas de réaliser des changements. Ça va vraiment vous amener des résultats, clairement. On a répondu à toutes les questions qui avaient vraiment à voir avec la séance d'aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait après si on a envie d'avoir des informations? On te contacte, Sylvie notamment. Vous avez un petit bouton dans la bio où vous pouvez réserver un bilan de situation avec l'une de nos ambassadrices. Sylvie, elle répond à vos questions. Alors, chacune, elles sont chacune spécialisées dans un type d'accompagnement, on va dire. Sylvie, ben, ça va être plutôt justement les femmes au-delà de 40 ans, les parcours solo, comme j'ai dit tout à l'heure. Et est-ce que tu as un message justement que tu voulais transmettre pour dire voilà peut-être pour inviter les gens à te contacter? En fait, ce dont on n'a pas parlé, ce dont j'ai pas parlé là, c'est moi j'étais très stressée de la fausse couche. Et quand on lit les statistiques sur Internet, c'est assez démoralisant. Et donc voilà, on est à presque 40% de fausses couches quand on a 40 ans, et c'est hyper stressant. Finalement, on sait que quand on tombe enceinte, on n'a pas fini le parcours. Et je trouve très rassurant d'être accompagné par les programmes aussi pendant la grossesse, et de se dire que on fait notre questionnaire à 4 semaines, à 12, à 16. Et donc voilà, il y a un côté très rassurant de se dire même une fois que je suis tombée enceinte, je continue à à travailler pour cette grossesse. Et puis il y a ce petit côté santé transmise. Je sais pas, j'ai l'impression que la santé transmise à mon bébé, elle a plus d'importance en ayant eu mon bébé à 40 ans que si je l'avais eu à 25. J'aurais pas réfléchi comme ça. Et là, les programmes Fertiline, ils ont un vrai impact sur la santé qu'on transmet à son bébé. C'est hyper important. Est-ce que, C'est ça. est-ce que toi aussi, Sylvie, tu as un bébé qui est jamais malade, qui dort bien Alors, qui dort bien, oui. Jamais malade, il est en crèche, hein. Donc, Ah oui, il joue à la oui, mais ça, c'est des connectivité. petites. Parce que c'est vrai que souvent, on a ce feedback. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de personnes qui nous écrivent, enfin, déjà pour le deuxième bébé, puis qui nous donnent des nouvelles du premier J'adore. bébé, et qui nous Ouais. disent, ah, mais il dort super bien. Par rapport aux autres de mon environnement, il n'est pas malade. Donc, voilà, du coup, je te demandais ça par rapport à ça, parce que Non, pour le on coup, a je ce les joue à feedback la assez crèche, souvent. hein. Bon, Ah bah ça, la attends, crèche, c'est fait pour immuniser, hein. Ça nous c'est ça. immunise aussi au même degré. Bah, en fait, tomber C'est malade, c'est fantastique. pas un problème parce que c'est normal de tomber malade. La question, c'est est-ce qu'on arrive à combattre bien les infections? Et c'est ça le souci. Puis pas de tomber Oui. malade trop souvent. C'est vrai que la crèche, c'est vraiment le nid. Voilà. Donc, oui, et tu parlais des fausses couches. C'est vrai que la peur au-delà de 40 ans, c'est la fausse couche, Mm. effectivement, Aussi. qui augmente dû au problème d'aneuploïdie, notamment des embryons, mais à plein d'autres choses. Et qu'en préparant, et ce qui est important de le dire, peut-être qu'on n'a pas conscience, et pourtant c'est logique, c'est qu'en fait la fausse couche, elle se prépare 3 à 6 mois avant la grossesse. En C'est fait, ça. la fausse couche, vous avez très très peu d'impact sur cette fausse couche au moment où vous êtes déjà enceinte. Alors il y a quand même un impact, surtout si c'est immunitaire. On va avoir des actions, si c'est vasculaire, on peut avoir des actions, mais les principales actions de la fausse couche doivent être faites avant en fait la grossesse, et 3 à 6 mois avant. Tout à fait. Et notamment parce que c'est vrai que oui, il y a le système immunitaire qui est un peu externe, entre guillemets, à l'embryon lui-même dans le processus de fausse couche,
mais de nombreux éléments de la fausse couche sont issus de l'embryon. C'est le cas, effectivement, des embryons qui ont des défauts chromosomiques, mais c'est le cas aussi de la fonction trophoblastique, de la fonction placentaire, parce que le placenta, il est issu de l'embryon. Donc un embryon qui est de moins bonne qualité, notamment, et de moins bonne capacité à diviser correctement ses cellules, va aussi créer un placenta de moins bonne qualité, qui sera moins nutritif en fait pour l'embryon, qui soutiendra moins son développement. Donc c'est vrai que ça se prépare effectivement plutôt avant. En tout cas, dans le cas des fausses couches, on doit écarter aucun facteur. Ça c'est clair. Super, bah écoutez, je vous invite en tout cas à aller dans le lien en bio, de réserver un bilan de situation avec Sylvie qui sera ravie de vous répondre pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, que vous nous voyez en replay et que c'est des questions qui n'avaient pas vraiment à voir avec le sujet d'aujourd'hui, on y répond avec plaisir. Ensuite, on va mettre une boîte à questions, donc n'hésitez pas et on vous dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci À Sylvie bientôt. d'avoir été là Avec grand et bonne plaisir. journée. Au revoir.